Gauthier, alors on peut dire que finalement Fernando Haddad n'a pas réussi donc ce sursaut à créer ce front républicain pour contrer l'extrême droite. C'est-à-dire que la notion de front républicain au Brésil n'a pas grande signification. C'est un concept européen qui vaut ce qu'il vaut, mais dans le cas du Brésil, il ne peut pas être appliqué. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas, justement, et cette élection le prouve, il n'y a pas une conscience politique très claire, tout du moins pour ceux qui ont voté pour Bolsonaro, des dangers de l'extrême droite. À partir de là, quand vous regardez, quand vous voyez aussi que des partis de la droite classique, du centre, se sont alliés dès le premier tour, enfin même avant, donc on donné des consignes de vote en faveur de Bolsonaro au premier tour. Mathématiquement, ils ont fermé la porte à la constitution de ce qui aurait pu ressembler ou être apparenté à un front républicain. Il y a eu donc une polarisation très forte, voulue d'une certaine manière par les acteurs, même ceux que l'on qualifie de centristes ou de modérés, entre guillemets. Et partant, donc, il ne pouvait pas y avoir de front républicain. La difficulté de Haddad, quelle est-elle ? D'abord, il a été investi très tard. Début septembre, et en plus de cela, il semblerait qu'on lui ait fait comprendre que se mettre dans les pas de Lula, donc l'ancien président, qui lui, s'il avait été en lice, apparemment était crédité d'excellents sondages, eh bien, on lui a dit, il suffit d'aller dans les pas de Lula et ça va bien se passer. Catastrophe, non, c'était pas ça. Lula, c'était Lula, et d'une certaine manière, le fond justement idéologique n'a pas été reporté sur Haddad. Il y a quelque chose justement comme un déficit de la formation idéologique des Brésiliens en faveur du Parti travailliste, du Parti des travailleurs, parce que précisément, ils ont adulé et adoré une figure tutélaire qui est celle de Lula, pas forcément des idées. Et donc, Haddad a récupéré ce déficit-là. Qu'a-t-il fait ? Dans un premier temps, il s'est mis dans les pas de Lula. C'est-à-dire qu'il a fait comprendre... D'abord, il est allé voir Lula pour lui demander conseil. Il a fait comprendre que s'il était président, il ferait tout pour que Lula soit amnistié. Lula qui purge une peine de 12 ans de prison pour corruption. Et c'est là que les choses se sont mal passées, parce que... on a eu l'impression, certains des électeurs brésiliens ont eu l'impression qu'on essayait de leur remonter quelque chose du passé avec simplement une figure nouvelle. À partir de là, la difficulté aussi, et ça vous l'avez dit, c'était de lutter contre une campagne de Bolsonaro qui était faite de slogans et quasiment pas d'arguments. Les slogans qui passaient par les réseaux sociaux, par WhatsApp justement, qui a échappé à tous les radars de surveillance, c'est-à-dire que Bolsonaro, en tant que force minoritaire, ultra-minoritaire au Parlement, ne disposait que de 8 secondes par jour d'accès aux médias publics, ce qui était évidemment ridicule et injuste. Et à partir de là, il a investi les réseaux sociaux. Et c'est là-dessus qu'il a pu surfer, dans la mesure où les réseaux sociaux, bien souvent, appellent la formule choc, appellent le slogan, et il a joué à plein de ça, avec des slogans qui sont irréels. Et appelle aussi des fake news. Oui, alors évidemment, ça fait partie de cela. Alors, les choses les plus extravagantes, parce qu'il faut les rappeler, elles ne prêtent pas à sourire. Quand, par exemple, Bolsonaro dit le Parti des travailleurs a instauré la distribution dans les crèches publiques de tétines ou de biberons, symbolisant, représentant un pénis pour formater les enfants et en faire des homosexuels, c'est évidemment de la divagation homophobe, mais c'est pire que ça, c'est-à-dire un mépris profond, non seulement des réalités, mais de ceux qui les écoutent. Le problème, c'est que précisément ça a séduit les masses. Et c'était là que ça devenait le plus difficile pour quelque candidat que ce soit, c'était d'aller contre cette volonté irrationnelle de transgresser. Transgresser, ça voulait dire, pour les Brésiliens qui ont voté Bolsonaro, s'opposer aux règles de bon sens démocratique. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient associées au pouvoir de la gauche et au pouvoir intellectuel, entre guillemets, de la gauche. À partir de là, toutes les digues ont sauté et tout était défendable et tout pouvait être affirmé par Bolsonaro. On a eu l'impression même que plus il allait loin dans l'invraisemblance de ses slogans, plus ça séduisait son électorat. La question maintenant est de savoir, une fois qu'il est au pouvoir, comment fait-il, soit pour rattraper, j'allais dire, les chevaux qui sont allés plus vite que lui, ou bien est-ce qu'il remet les choses à plat et leur donne un caractère plus rationnel, quitte
à faire déchanter un certain nombre de ses partisans. On est parti dans l'irrationnel, quelque chose d'extrêmement, non seulement festif, on le voit, mais quelque chose qui relève un peu de la pensée magique. Ceux qui ont voté Bolsonaro, on l'a vu dans les déclarations, c'était la corruption, Bolsonaro va l'éradiquer. La violence, Bolsonaro va l'éradiquer. Le déficit, Bolsonaro va l'éradiquer. Donc vous voyez qu'il y a là quelque chose d'extrêmement irréel, de la pensée magique, et que rien ne prouve évidemment que ce personnage dont on sait finalement très peu sera à la hauteur, soit pour freiner le mouvement, soit pour le continuer, au contraire dans une fuite en avant sans fin. Et c'est vrai que cette pensée magique, quelque part, il y a eu les fake news pour les alimenter, oui. Mais il y a eu aussi toutes ces églises évangéliques à travers le pays qui ont aussi un peu véhiculé ce miracle Bolsonaro. Là, il y a clairement, oui, une utilisation, une instrumentalisation de Bolsonaro. C'est-à-dire que les églises évangéliques ont repéré assez tôt le pouvoir dévastateur du personnage et beaucoup, comme les milieux d'affaires aussi, les milieux évangéliques se disent ce personnage-là, on peut le manipuler. On peut le manipuler à notre profit. Alors pour les évangéliques, c'est effectivement dans le sens d'un renforcement du conservatisme social et moral. Il y a à peu près 30% de la population brésilienne qui se reconnaît dans les églises pentecôtistes essentiellement. Et bien sûr que là, elles ont profité de ce personnage. C'est assez classique dans l'avènement des personnages d'extrême droite au pouvoir. Elles sont toujours, on espère toujours, des milieux importants espèrent toujours pouvoir les manipuler et considèrent que ce sont des pantins. La suite, parfois, démontre l'inverse. On va voir là. Merci beaucoup Gauthier Rybinski pour ce décryptage. On passe